Vous devez faire une interview en interne, vous avez peur d'avoir un résultat amateur, pas de panique, je vais vous donner 5 méthodes pour avoir un résultat propre et professionnel, même si vous n'êtes pas Spielberg. Allez, on commence par le premier point, évidemment, le cadrage. Alors, sur une interview, la question qu'on se pose, c'est regard caméra, pas regard caméra, est-ce que je mets mon sujet sur la gauche, au milieu, sur la droite? Ok, on va prendre le temps de répondre à tout ça. Dans un premier temps, le regard caméra. Pour le regard, tout dépend de ce que je veux faire ressentir. Si je souhaite m'adresser directement à mon public, je ferai donc un regard caméra. Cependant, le regard caméra apporte un côté plus faux, plus joué, plus acteur et plus écrit. Si je veux avoir un côté naturel, un côté authentique et posé, mieux vaut partir sur un regard décalé, comme si je m'adressais à quelqu'un d'autre. Surtout dans le cadre d'une interview, ce que je recommande, c'est que l'intervieweur se situe loin de la caméra. Parce que si je regarde juste au-dessus, ça fait un côté très perturbant. Le regard décalé donne un côté beaucoup plus expert, comme si je m'adressais à plusieurs personnes en même temps. Si le but est de montrer une expertise ou d'avoir quelque chose de plus honnête, mieux vaut le prendre. Petit bonus, tout le monde n'est pas à l'aise avec le regard caméra, alors je recommande vraiment d'avoir un regard décalé, ce qui permet d'oublier la caméra et de passer sur simplement une discussion. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que l'interviewé doit regarder vers la gauche ou vers la droite? Bon, d'un point de vue purement cinéma, le regard vers la gauche représente le passé, là où le regard vers la droite représente l'avenir. Cependant, un film corporate n'est pas un film de David Lynch. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire en fonction de la lumière et de l'architecture du lieu. Faites un peu comme vous voulez. La seule chose qui compte, c'est de laisser de l'air dans la direction du regard. Je m'explique. Si jamais mon sujet est positionné sur la gauche de l'image, il faudra laisser de l'air sur le côté droit de l'image. Alors que s'il est positionné du côté droit de l'image, il faudra laisser de l'air du côté gauche de l'image. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que le personnage regarde du côté du bord cadre. En fait, dans le cinéma, c'est une méthode qui est utilisée pour montrer une absence de communication. Pour exemple, vous prenez la série Mr. Robot et vous aurez toujours les personnages qui sont situés en bord cadre, regardant le bord cadre. Ça permet de signifier un dialogue de sourds. Nous, c'est l'inverse qu'on cherche à faire. On cherche à montrer que notre interviewé est écouté et qu'il a de l'importance. On cherche avant tout à le mettre en avant. Donc si on découpe notre image en tiers, nous allons mettre notre personnage sur le tiers gauche, regardant vers la droite, ou sur le tiers droit, regardant vers la gauche. Et maintenant qu'on a découpé cette image en tiers, on va utiliser les tiers supérieurs et le tiers inférieur. Ce qu'on nous apprend en école de télévision, c'est d'avoir toujours le regard sur le tiers supérieur. C'est une méthode simple pour avoir une composition qui soit tout le temps propre. Pareil, dans le cinéma, on peut se lâcher. Cette fois-ci, si je vous prends comme exemple le film Aida, c'est un film où en permanence, le regard est situé sur le tiers inférieur. Pourquoi ont-ils fait ça? C'est un film qui se passe dans un couvent et on veut laisser le tiers supérieur à la présence de Dieu. Encore une fois, nous sommes dans un film corporate, on n'a aucun besoin de montrer ça. Alors dans notre composition, on reste simple. Les yeux sur le tiers supérieur et notre personnage sur la gauche regardant vers la droite ou sur la droite regardant vers la gauche. Maintenant que le cadrage est parfait, on va passer au point le plus important, le son. Alors on le répète tous les jours, une image parfaite avec un son désagréable est une vidéo ratée, alors qu'une image ratée et un son parfait est une vidéo qui sera écoutable. Alors c'est bien mignon, mais comment faire pour avoir un bon son? La réponse est toute bête, acheter un microphone. On ne peut pas filmer un collaborateur et le mettre en avant sans un micro. Le son des téléphones, le son des caméras sont des micros témoins qui sont rarement prévus pour. La meilleure solution, c'est d'investir soit dans un micro directionnel, soit dans un micro cravate. Ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, certains sont plus faciles et certains sont moins chers. Le micro cravate est une solution pratique, pas chère, qui nécessite peu de connaissances. Aujourd'hui, on en trouve sur Amazon entre 60 €, 300, 400 € qu'on peut brancher directement sur notre téléphone. Ce que je vous invite surtout à faire, c'est d'éviter à tout prix ces modèles que vous trouvez à 10 €, 15 €, sur lesquels vous avez l'impression de faire une bonne affaire sur Amazon. Le son, c'est la seule chose sur laquelle je vous invite à investir. Vous trouverez des micros de chez DJI que vous pourrez simplement aimanter sans avoir besoin à réfléchir, ou simplement des micros de chez Holyland, qui est une marque que je recommande absolument, dans toutes les gammes de prix. Il y en a à partir de 80 € qui se branchent sur le téléphone, jusqu'à 300, 400 € pour nos appareils photo. Évidemment, je vous mets le lien des produits que je recommande en description. Dans le cadre du micro directionnel qu'on appelle cardioïde ou hypercardioïde, ce sont ces petits microphones qui sont dirigés vers quelqu'un. Alors, on en trouve à la fois pour le téléphone, à la fois pour les caméras, mais je trouve que c'est une erreur dans laquelle on s'engouffre très rapidement. Le problème de ce type de microphone, c'est que évidemment, ils ont un son qui sera 100% meilleur que le micro cravate. Mais ce sont des micros où il faut 1. Des connaissances et 2. Mettre le prix. Ça demande d'avoir un environnement contrôlé et un enregistreur son ou une caméra avec une bonne carte son. Mal réglé, on se retrouve avec une vidéo, on entend beaucoup plus vos collègues en talons dans le couloir que l'interviewé. Pour avoir un son facile et rapide, je vous donne quand même une petite astuce, visez la gorge. On vise toujours la gorge.
La gorge permet d'avoir un son clair, organique et de limiter les P et le S. Les ingé-sons vont vouloir notre mort, mais c'est une méthode simple. Petit exemple, voici le son en visant la gorge et voici le son en parlant directement dans le micro. Vous vous rendez compte du coup que vous avez un son avec des P qui sont vachement plus affirmés et des S qui viennent vous déchirer les oreilles. Troisième conseil, savoir choisir sa focale. Alors là, je commence peut-être à parler chinois pour certains, mais pour ceux qui utilisent un appareil photo, c'est choisir son objectif, et pour ceux qui utilisent un téléphone, c'est filmer en x2, voire en x3. Je m'explique. On ne filme jamais au grand jamais une interview en courte focale. Notre but premier, c'est de mettre en avant l'interviewé. Quand on utilise une courte focale, premièrement, on a des perspectives qui sont très larges, on agrandit la pièce et on oublie de se concentrer sur le collaborateur. En utilisant une longue focale, on va créer ce joli flou d'arrière-plan et surtout, on va avoir des formes de visage qui sont vachement plus agréables. Pour un appareil photo, on utilisera toujours une focale supérieure à 50 mm. Pour le téléphone, je vous invite à utiliser le x2, voire le x3, mais de surtout jamais utiliser le 0,5 voire le x1. Petite expérience rapide à prendre, vous prenez votre téléphone et vous allez prendre en photo votre collègue. Prenez-le en 0,5, en x1, en x2, très proche de son visage et comparez. Ce que vous allez vous apercevoir, c'est que sur le 0,5, vous allez avoir un nez qui est très loin de vos oreilles. Sur le x1, vous aurez une photo plutôt classique. Et sur le x2, vous aurez une forme de visage qui ressemble à peu près aux photos professionnelles qu'on peut faire de vous. En fait, un photographe de portrait va donc utiliser un objectif de portrait. Et un objectif de portrait, c'est quoi? C'est une longue focale. Donc avec le téléphone, on le fait avec le x2, voire le x3. Et avec un appareil photo, avec un zoom supérieur à 50 mm. Et si vous l'avez bien compris, c'est la longue focale qui vous donnera ce petit effet de bokeh, de flou d'arrière-plan que tout le monde recherche. Quatrième point, réussir son éclairage. Alors, c'est une super bonne chose, plus je passe en entreprise, plus je vois que les équipes de communication investissent dans des lumières. Par contre, ce qu'il faut, c'est acheter premièrement les bonnes et deuxièmement, savoir les utiliser. La solution de facilité, évidemment, c'est ces fameuses ring lights, une lumière parfaitement unie, pas de cerne et un visage parfait. Elles ont par contre leur lot de défauts. Évidemment, ce fameux reflet dans les yeux, ça crée aussi une lumière qui n'a pas de contraste, un visage totalement aplati. Si vous avez un visage un minimum rond, un début de double menton, ça va le mettre en avant. Si vous en achetez, ce que je vous recommande, c'est de prioriser des grands modèles. Surtout pas ces tout petits modèles qui sont souvent, certes pas chers, mais avec une lumière de qualité moindre et qui vont vous faire un effet flash. Vous savez ces photos de tonton à votre mariage? Bon, si jamais vous souhaitez investir dans du meilleur matériel, ce que je vous recommande, c'est plus de vous diriger vers des panneaux LED ou simplement des softbox. Petit bémol, faites très attention de ne pas acheter des panneaux LED premier prix, le 660 de chez Neewer, qui est un modèle qui est superbe, mais ces modèles-là présentent deux défauts. Le premier défaut, c'est que ce sont des lumières qui ne sont pas du tout adaptées à être une source de lumière principale. Elles sont très adaptées à être utilisées comme une backlight, une lumière qui éclaire votre arrière-plan, mais elles font une lumière qui sont très dures. Le deuxième problème de ces panneaux LED, c'est que ce sont des panneaux bicolores. Ils sont à la fois blancs et jaune, et vous pouvez régler l'intervalle. Le problème, c'est que ce blanc-là n'est pas parfaitement blanc, c'est-à-dire 5600K, et le jaune n'est pas parfaitement jaune, en 3002. Une lumière qui est un peu bâtarde, mal mixée, sur lequel on n'arrivera jamais à l'adapter parfaitement avec une autre source de lumière. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur des panneaux LED de meilleure qualité, comme ceux de chez Falcon Eyes, évidemment, je vous mets les liens en description. En ce qui concerne les softbox, ce sont ces lumières avec une légère toile devant qui permet d'avoir une lumière diffuse, très élégante comme ce qu'on utilise actuellement. Faites très attention de ne pas acheter ces fameuses softbox premier prix que l'on trouve sur Amazon. Vous savez, ces lumières avec des ampoules fluorescentes, ces fameuses ampoules à économie d'énergie qu'on avait chez nous avant. Si elles ont disparu de nos foyers, c'est pour une raison. En fait, ces lumières sont très peu puissantes, ont un indice de rendu des couleurs extrêmement bas et ont des teintes vertes horribles. Résultat, si vous les utilisez, vous finirez avec un teint très pâle et surtout très mortuaire. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous utilisez une caméra et que vous ne savez pas parfaitement régler, la vidéo sera entièrement verte. Alors si vous souhaitez investir dans des softbox, je vous invite à acheter un projecteur et une softbox. Et alors là, vous aurez une lumière parfaite. Ok, c'est super, mais maintenant, comment je positionne cette lumière? Si vous tapez sur internet, vous allez tomber sur ce fameux éclairage en 3 points. Vous ouvrez l'article et vous tombez sur Keylight, Filllight, Backlight. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du vocabulaire qui est très compliqué, qui signifie qu'on a une keylight, une source de lumière principale, une filllight, une lumière qui sert à déboucher les ombres, et pour finir, une backlight, une lumière qui sert à détourer. Oublions ça. C'est une lumière qui, même si très simple pour des étudiants en cinéma, c'est une lumière qui va mettre du temps à être installée et qui risque d'être ratée. Pour nos interviews, on va prévoir un éclairage en 2 points. Une source de lumière principale, la keylight,
et une lumière pour détourer. Premièrement, on va commencer avec notre source de lumière principale. L'objectif, c'est d'avoir un visage parfaitement uni. Pourquoi? Parce que dans la plupart des lieux où on tourne, on a ces fameuses lumières au plafond. Les néons, les spots LED, à la rigueur les panneaux LED, mais ils ont un défaut commun. Ces lumières-là sont extrêmement directionnelles. Elles viennent du haut. Elles vont accentuer toutes les ombres. Donc, les cernes, l'ombre du nez, mon cou. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre corps, ça va pas aider, ça va surtout dévaloriser votre image. Pour ça, c'est très simple, on commence par éteindre les lumières et mettre notre source de lumière principale. Il y a une seule règle à retenir. Cette lumière doit toujours être du côté de l'intervieweur. C'est-à-dire qu'elle doit être dans le sens du regard. Si jamais ma lumière est située du côté opposé par rapport à la caméra, je vais avoir une image qui aplatit le visage. On n'aura pas de relief. En plaçant cette lumière du côté de l'intervieweur et surtout dans l'axe du regard, je vais venir apporter du contraste. Je vais avoir un visage parfaitement défini, un regard lumineux et une mâchoire dessinée. Ça peut paraître contradictoire, mais faites attention à ne pas mettre cette lumière beaucoup trop haute. Si jamais elle n'est pas assez élevée, le fond va être plus clair que le visage de l'interviewé. Il va falloir trouver le juste milieu. Maintenant qu'on a positionné cette lumière principale, ce que je vous invite à faire, c'est mettre une backlight. Alors qu'est-ce que c'est cette backlight? C'est une lumière qui va venir nous détourer du fond. Soyons honnêtes, dans la plupart des bureaux, ce qu'on a, c'est des murs blancs, des murs jaunes et encore pire, des murs crème. Si on veut créer du contraste et détacher la personne du fond, la meilleure solution, c'est cette fameuse backlight. Si vous voulez vraiment faire les choses bien, ce que je vous invite à faire, c'est de venir réappuyer une lumière déjà présente dans votre décor. Par exemple, si vous regardez sur moi, j'ai une légère lumière jaune et on peut avoir l'impression qu'elle vient de cette petite lampe. Et en réalité non, elle vient de la backlight qui est située juste à l'arrière. L'idée, c'est qu'on vienne appuyer une source de lumière déjà existante. Ça peut être une ampoule, ça peut être une lampe de chevet, il suffit de la positionner dans le décor et ensuite de venir réappuyer avec un deuxième projecteur. Si vous voulez avoir cet aspect cinématique à votre interview, c'est vraiment l'astuce que je vous recommande. Maintenant, si vous avez moins de budget et pas deux sources de lumière, priorisez toujours la lumière qui éclairera le visage. Une vidéo même prise avec la meilleure caméra du monde, dans le cas où elle a une mauvaise lumière, sera toujours moins belle qu'une vidéo prise au téléphone avec une jolie lumière. La preuve, les vidéos tests qu'on vous a fait étaient faites avec une caméra à 6 000 € et pourtant, franchement, c'est pas beau. On arrive maintenant à mon dernier conseil, c'est contrôler votre environnement. Déjà, dans un premier temps, arrêtez de coller votre sujet contre un mur. En fait, si vous collez votre collaborateur contre un fond, l'aspect que vous allez lui donner, c'est un côté enfermé et surtout vous allez accentuer les ombres, donner un aspect un peu sale à votre image. Alors l'astuce que je peux vous donner, c'est mettez-vous toujours à 2 mètres minimum d'un mur. Et encore mieux, mettez-vous au milieu de la pièce. Dans tous les cas, vous avez utilisé une longue focale, donc normalement votre arrière-plan est déjà flou. Donc c'est pas grave si les bureaux sont pas parfaitement rangés, c'est pas grave s'il y a des gens qui travaillent derrière. Justement, ça va donner ce côté de vie et ça va créer un sentiment d'ouverture. La seule chose par rapport à ça, et ça reste une notion de cadrage, c'est mettez toujours votre caméra à la hauteur de votre sujet. Si jamais vous la mettez trop haut, vous allez avoir un effet dit en plongée. Votre collaborateur va paraître plus petit, il va paraître soumis à la caméra. Au contraire, si vous mettez la caméra plus basse, vous allez certes donner un côté de grandeur, un côté puissant, mais la personne va devoir vous regarder par au-dessus et donc ça va dessiner son double menton. Donc on se met toujours à minimum 2 mètres du fond et on met la caméra à hauteur des yeux. Pour résumer, voici tous les points à retenir. Premièrement, le cadrage. Si je suis positionné sur le côté gauche, je laisse de l'air sur le côté droit. Si je suis positionné du côté droit, je laisse de l'air sur le côté gauche. On positionne les yeux aux 2/3 de l'image et comme on vient de dire à l'instant, la caméra est toujours à la hauteur des yeux. Deuxième point, le son, on y porte une grande importance. On pense à monitorer et dans le cas où on ne peut pas, on pense à faire des tests. On enregistre une première vidéo, test son 1-2 et on écoute si le son est bon. N'oubliez pas, le temps que vous prenez à tester votre son, c'est du temps que vous ne prendrez pas à réenregistrer votre vidéo. Troisième point, la lumière. On fait attention à avoir une lumière qui mette en avant notre collaborateur. Ce qu'on souhaite, c'est que son visage soit uniformément éclairé, qu'il n'ait pas de cernes et qu'il n'ait pas de double menton. Et dernièrement, on ne colle pas notre sujet contre le fond et on fait en sorte qu'il ait de l'espace pour respirer. Si vous appliquez tous ces conseils, je suis sûr que vous allez avoir une vidéo qui va être absolument parfaite. Si jamais vous pourrez retrouver toutes les informations dont j'ai parlé dans cette vidéo sur mon article qui est disponible sur mon blog. C'est gratuit et il y a absolument toutes les informations. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et je prendrai le temps de répondre à tout le monde.